Assalamu alaikum, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouvel épisode au sujet de notre question qui est de l'amour et de la famille, ce que l'islam a d'essentiel à dire à notre temps. Je reprends avec une nouvelle question et je vous donne la parole à l'un de vous deux pour l'annoncer et me permettre de réagir. Alors, une question, c'est du coup, à partir de tout ce qu'on a vu, c'est comment aujourd'hui pouvoir construire un couple durable? J'aime bien cette notion de couple durable parce que on est dans la métaphore de l'époque. On parle beaucoup de développement durable dans le domaine des entreprises parce qu'on se rend compte que à force de chercher qu'à prendre du plaisir, à servir ses intérêts les plus immédiats, parce qu'une entreprise elle va pomper les ressources naturelles sans réfléchir aux effets secondaires de l'exploitation massive et abusive de ces ressources. Elle va également exploiter les ressources humaines. Elle va prendre des salariés dont elle pompe l'énergie au quotidien sans se soucier du fait que derrière il y a de la dépression, derrière on les isole de la famille, derrière il y a du burn-out, des gens qui ne tiennent plus physiquement, non pas seulement psychologiquement mais aussi physiquement. Donc le souci du développement durable est précieux lorsqu'on le projette également dans le couple et qu'on s'interroge sur les conditions qui rendent le couple durable plutôt que d'avoir et d'encourager un couple jetable. Je prendrai une métaphore pour commencer qui est non pas celle écologique mais celle gastronomique ou plutôt pâtissière. Construire un couple durable, c'est comme fabriquer une pièce montée. Une pièce montée, vous voyez ce que c'est pour un mariage notamment. Il y a plusieurs étages, c'est une pâtisserie avec plusieurs étages, au sommet de laquelle on peut imaginer qu'il y a une cerise sur le gâteau. Fabriquer un couple durable, c'est comme fabriquer une pièce montée, comme je vous le décris là, mais c'est le fabriquer dans le bon ordre. Il y a un savoir-faire, il y a un dosage à respecter. On ne peut pas fabriquer n'importe comment un gâteau comme celui-ci, d'autant que ce qui est difficile, c'est que si on commence mal, c'est toute la pièce montée qui risque d'être menacée et d'être instable. Très concrètement, la pièce montée de l'amour moderne, je vais distinguer deux façons de fabriquer la pièce montée, qui sont deux façons de fabriquer ou de vivre l'amour moderne. La pièce montée de l'amour moderne consiste à fabriquer un gâteau de la manière suivante. La première base de la pièce montée, c'est « je suis attiré par une fille ». Deuxième base, tout de suite, on rentre dans des relations intimes, dans la sexualité. Voilà. Tout de suite après attraction, il n'y a plus le travail de civilisation qui permet d'attendre, de maîtriser, de vérifier que c'est la bonne personne, de se connaître, etc. On entre tout de suite action-réaction, donc désir, réalisation. Et ça, on est dans la pièce montée de l'amour moderne. Et cette deuxième étape, c'est tout de suite la cerise, ce qui est censé être une cerise sur le gâteau qui vient en dernier. On la met quasiment en premier ou en deuxième étape de la relation entre un homme et une femme. La troisième étape, c'est là où on commence à faire connaissance. D'ailleurs, on croit que c'est en ayant ces relations intimes qu'on va aller plus loin dans la connaissance entre un homme et une femme. On va pousser le besoin de faire connaissance en sortant ensemble et encore plus en vivant ensemble sous le même toit. Quelques temps, quelques mois, quelques années, c'est ce qu'on voit beaucoup se faire autour de nous, notamment chez les non-musulmans, mais c'est une tendance qui affecte de plus en plus de jeunes musulmans. À partir du moment où ce couple a vécu ensemble, a essayé, a testé, a goûté, a appris à se connaître, c'est là qu'il va commencer à se projeter, à dessiner un projet commun, à se dire est-ce qu'on fait des enfants, est-ce qu'on se marie, etc. Et à partir du moment où il commence à prendre ces questions au sérieux, c'est là que toute la pièce montée s'effondre parce que chacun commence à avoir des doutes et à se dire « je ne suis pas sûr de moi finalement, je ne suis pas sûr d'avoir choisi la bonne personne, finalement je ne sais pas ce que je veux, finalement je ne sais même pas qui est l'autre parce que ce qu'elle m'a montré pendant tout ce temps de vie commune hors mariage, c'est la meilleure image d'elle-même, mais elle dans sa banalité, elle dans ses défauts, etc., elle a pris le soin de le cacher. Finalement, même si on a pris le soin de vivre ensemble pour être sûr de se connaître, etc., on finit par se rendre compte qu'on est deux étrangers dans une relation d'intimité extrême. On vit ensemble, il y a des relations intimes ensemble, etc., mais on reste deux étrangers. Deux étrangers qui se méfient l'un de l'autre,
qui n'ont pas confiance en l'autre et qui perdent, à force de fonctionner de cette manière-là, qui perdent même la confiance en eux-mêmes, en leur jugement, en leur capacité à se décider, à se dire que cette fille-là est bien pour moi, cette fille-là est bien, ou cet homme-là est bien. On perd cette capacité-là. Donc ça, c'est la pièce montée de l'amour moderne qui commence mal, qui commence très vite après le désir et l'attraction. Il commence par la relation intime et qui enchaîne par faire connaissance, aller voir la belle famille, etc., avant de prendre une décision. Ce qui est remarquable, c'est que plus on va vite vers les relations intimes, plus on passe de la station de la phase où on est étranger à une phase où on est hyper intime, plus on va vite et plus on menace le couple d'instabilité, plus on fragilise le couple sur la durée. Il y a une obsession pour se connaître, à se concentrer sur le couple, à se concentrer sur la future femme qu'on vient de rencontrer. On se concentre, on parle entre nous, qu'entre nous, on s'éloigne de tous les autres, on s'éloigne de ses amis, de sa famille, etc., pour se concentrer sur soi et elle, et pour être sûr qu'on choisit la bonne personne. Or, cette façon de se concentrer sur cette femme avec laquelle je suis en train de faire connaissance, c'est aussi le meilleur chemin de créer une bulle entre nous, une bulle dans laquelle on croit, on donne à l'autre une certaine image, l'autre nous donne une certaine image qui n'est pas la vérité de ce qu'on est chacun, et on se construit ainsi une bulle qui ne tardera pas à éclater à partir du moment où on pose les vraies questions qui fâchent. Les vraies questions qui fâchent, c'est comment on s'organise pour les tâches ménagères, comment on va éduquer nos enfants, comment on va faire pour nos familles respectives, quelle place on se donne les uns et les autres par rapport à nos familles respectives. Voilà, dès lors est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prête à t'engager pour un mariage qui va durer, et cette décision, on en a besoin maintenant pour qu'on puisse la communiquer à nos parents, à nos proches, pour communiquer cette joie autour de nous et pas seulement garder la confidence entre nous. À partir du moment où on commence à avoir ce genre de discussion, beaucoup d'hommes, mais aussi les femmes, aujourd'hui, ont une peur de l'engagement et commencent à être en panique et commencent et le lien et l'amour qui pouvait, le plaisir à être ensemble va commencer à s'effriter. Alors, on teste cette formule-là une fois, on reteste avec une autre pensant que ça va changer, que finalement sa femme c'était pas terrible et on va en trouver une mieux ailleurs. Et cette façon de fabriquer la pièce montée de l'amour moderne, c'est toujours les mêmes étapes, hein. Une base qui commence par l'attirance réciproque, le désir réciproque, et qui tout de suite plonge dans une relation intime sexuelle, et ensuite on fait connaissance, et puis ensuite on va fouiller qui sont tes parents, etc., etc. Et puis ensuite, à la fin, on commence à parler de projets communs sérieusement, et c'est à partir du moment où on commence à être sérieux que tout s'effondre. On va répéter et répéter ces erreurs-là, cette mauvaise façon de fabriquer la pièce montée de l'amour moderne. C'est ce qui fait que beaucoup aujourd'hui, c'est des études qui nous viennent des États-Unis. Les États-Unis, c'est simple. À chaque fois qu'il y a une tendance, à chaque fois qu'il y a un crime, un virus mondial, il commence par les États-Unis, il transite par la France, qui le fait passer par l'Europe, et ensuite ça contamine le monde arabe, asiatique, Amérique latine, etc., etc. Donc aujourd'hui, on a un flux en termes de concepts, d'idées, de visions, d'idéaux, d'images dans tous les domaines de la vie, que ce soit la politique, l'amour, la famille, l'économie, etc., qui est toujours celui-ci. Donc ici, en l'occurrence, la tendance qu'on a remarquée aux États-Unis, c'est l'incapacité des hommes à s'engager avec une femme. Marié, pas marié. L'incapacité des hommes à dire « Ok, c'est toi que je veux ». On retire même l'exigence de mariage, là. Les hommes n'arrivent plus à dire « c'est toi que j'ai choisi ». Ils se laissent toujours une porte de sortie, parce qu'on ne sait jamais, parce qu'on a intériorisé le fait qu'on trouvera toujours mieux ailleurs, on a intériorisé le devoir de maximiser son plaisir personnel, son épanouissement personnel et son indépendance personnelle. Parce que s'engager, c'est quand même renoncer à un certain nombre d'options et de plaisirs qui auraient été possibles avec quelqu'un d'autre. Donc la peur de s'engager est vraiment structurante chez les hommes aujourd'hui. On en voit une tendance forte aux États-Unis, tendance qui est en train de nous arriver aujourd'hui dans les sociétés modernes et qui se mondialise, et les musulmans sont très largement concernés, de plus en plus concernés par cette tendance. Alors à l'inverse, à l'opposé de cette façon de fabriquer la pièce montée de l'amour moderne,
La vision islamique ou l'idéal islamique ou la façon islamique de fabriquer la pièce montée de l'amour est la suivante. À partir du moment où il y a une attirance mutuelle possible entre un homme et une femme, on ne saute pas directement sur la cerise, sur le gâteau, on passe à l'étape suivante qui est de se projeter ensemble, de faire connaissance. Et faire connaissance, ce n'est pas seulement un acte entre un homme et une femme. Faire connaissance, c'est aussi voir ses parents, voir son entourage, voir d'autres personnes qui me permettent d'avoir un angle de vue plus objectif, plus riche que le mien uniquement. Parce que la connaissance n'est jamais individuelle. En entreprise, on dit qu'on n'est jamais compétent seul, on est compétent en réseau, parce qu'on peut s'appuyer sur ses collègues. Je connais un tel qui est bon en informatique, un tel qui est bon en com, un tel qui peut me corriger mes documents, et ainsi de suite, qui peut me conseiller. Donc on n'est jamais compétent tout seul, on est compétent parce qu'on sait sur qui s'appuyer. De la même manière, on ne peut pas connaître la valeur de sa future femme ou de son futur mari seul à seul, dans l'intimité et dans un espace privé. On ne peut le connaître que si on s'appuie sur d'autres personnes qui nous apportent un regard beaucoup plus objectif, plus froid, plus mesuré, plus précis, plus juste bien souvent que le sien seul. Donc c'est grâce à ce travail de connaissance collective, ces deux communautés qui apprennent à se connaître, ma communauté familiale, la communauté de mes amis, de mes proches, etc., avec sa communauté qui font connaissance, à partir de là, on peut construire un projet ensemble, se dire, tiens, je me vois bien avec elle, parce qu'en plus, en termes de famille, les deux familles, les deux communautés s'associent bien, s'allient convenablement. Et à partir de là, il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est de demander sa main. Et une fois que j'ai demandé sa main, il me reste la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire, c'est là que commence la vie intime en islam, la vie sexuelle, le plaisir à deux. C'est une fois qu'on a sécurisé ces étapes-là, basiques, qui font la pièce montée de l'amour telle que l'islam appelle à le fabriquer. Oui. Juste une question, une remarque. C'est la manière dont, traditionnellement, dans nos pays d'origine, se passe on va dire, cette pièce montée, comment elle se construit. C'est d'abord la famille élargie qui choisit, entre guillemets, ou qui a souvent eu à choisir l'épouse pour le fils. Et donc, qui va effectivement regarder parmi les meilleures familles s'il y a une fleur à prendre pour son garçon. Donc, et puis ensuite, le garçon découvre la fleur au moment où voilà, ils doivent se marier, où le mariage est quasiment prêt. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette image qu'on a du passé et de la tradition, parce que les familles traditionnelles dans toutes les sociétés avaient la même fonction qu'Internet aujourd'hui. C'est un outil de mise en relation avec des couples possibles. Donc, une mère, une grand-mère, une tante, un oncle, un père, un frère va mettre en relation une sœur, une fille ou un fils ou un frère avec tout un tas de candidats possibles. Et ce qu'on voit, c'est que ce candidat-là va constamment dire oui, non, jusqu'à tomber sur la bonne. Et c'est lui qui engage sa responsabilité. L'image ou le mythe selon lequel avant on ne décidait pas et c'est la famille qui imposait n'est pas juste, n'est pas conforme à la réalité, puisqu'on pouvait exprimer son choix, mais la famille offrait une palette de choix possibles à chaque homme et à chaque femme. Bien entendu, il y avait aussi de la contrainte qui pouvait être exercée, tout comme aujourd'hui, des parents qui peuvent imposer, ou même la société et la culture nous imposent des façons de choisir telle femme plutôt qu'une autre. Donc les formes d'imposition et de contrainte existent toujours comme avant. Voilà. Je terminerai là-dessus et je vous rejoins après un petit moment de pause. On revient à notre discussion avec une nouvelle question et je laisse la parole à l'un de vous deux pour la poser. Alors, quand on aime quelqu'un, comment savoir si on l'aime vraiment ? Alors, cette question, en général, c'est des filles qui la posent. C'est étrange que ce soit un garçon qui la défende. Mais qui est intéressante parce que on cherche tous la vérité de l'amour. Est-ce que derrière la vérité de l'amour, on se demande est-ce que c'est la bonne personne ? Est-ce que moi-même je suis authentique dans ma façon d'être avec cette personne-là ? Je proposerai une métaphore pour aider à comprendre ou à mesurer plutôt, à mesurer si on est dans un amour authentique ou pas. La métaphore est la suivante. Aimer, c'est comme progresser un escalier qui contiendrait 4 marches. La première marche étant « je t'aime, donc je t'utilise ». La deuxième marche étant « je t'aime,
donc je te veux, je t'idéalise, pardon. La troisième marche étant je t'aime, donc je te veux du bien. Et la quatrième enfin est je t'aime au sens où je t'aime en Dieu. Je vais entrer un peu plus dans le détail sur ces 4 marches et tu vas voir que je réponds directement à ta question qui est comment s'assurer qu'on aime vraiment ou qu'on est vraiment aimé. J'ai d'ailleurs partagé cet outil de mesure à des proches autour de moi qui s'interrogeaient sur leur relation avec quelqu'un avec lequel ils se projetaient et j'ai eu le plaisir de constater que ça marchait. Donc j'espère que ça répondra directement à ta question. Donc on peut avoir de mauvaises surprises. Oui, et ça permet de se rendre compte qu'on s'est trompé totalement de personne ou que soi-même on se trompe vis-à-vis de l'autre. Donc la première marche est « je t'aime, je t'utilise ». Cette première marche, en fait, c'est une marche où, quand on aime, on instrumentalise l'autre. On s'en sert comme d'un doudou, une poupée, une bouée de sauvetage, un radeau, un mouchoir, parce qu'on a besoin de pleurer et de s'épancher, et l'autre est là pour ça. Ou alors un outil de reconnaissance sociale. L'autre est un peu ma Rolex, comme dirait l'autre. Hein. Donc c'est ce qui me permet d'être reconnu socialement, de briller socialement, et ainsi de suite. On a plein de façons d'instrumentaliser l'autre, qui sont autant de façons de l'abîmer et de s'abîmer soi-même. D'ailleurs, on voit beaucoup de jeunes parmi nous, qui ne sont pas conscients des mouvements, des pulsions, des désirs, de ce qui les pousse à l'intérieur d'eux, de cette poussée intérieure qui les pousse à chercher la reconnaissance sociale, à être visible, qui les pousse à trouver un mouchoir pour s'essuyer avec et ensuite on le jette, ou à consommer une poupée qu'on jette aussitôt. Beaucoup d'hommes et de femmes ne sont pas conscients d'eux-mêmes et ne font pas ce travail de civilisation, comme je disais tout à l'heure, qui consiste à polir, à maîtriser, à faire le tri dans ses désirs, dans ses sentiments, dans ses idées, dans ses images, à faire le tri, à les sélectionner, à les hiérarchiser, à les contenir pour certains et à les exprimer pour les autres quand ils sont bons pour tous. Certains se sentent anormaux tant qu'ils n'ont pas de femme, ils sont pas mariés, et donc ils se précipitent dans une relation, dans un mariage, parce qu'ils veulent démontrer qu'ils sont normaux. On trouve ça dès le collège, mais on trouve beaucoup d'adultes qui raisonnent et vivent de cette manière-là, en étant inquiétés par le regard des autres et par le sentiment d'être anormal. Et ils vont chercher à être normaux en faisant non pas ce qu'ils devraient faire, mais en plongeant dans une relation où ils vont instrumentaliser la femme ou l'homme en question. J'ai connu par exemple une femme qui me confiait une fois qu'elle a plongé dans un mariage, non pas parce qu'elle avait trouvé l'homme de sa vie, mais parce qu'il fallait absolument fuir la famille dans laquelle elle était et qui était à ce point invivable, à ce point difficile à vivre, que n'importe quel homme aurait fait l'affaire finalement. Donc, elle n'a pas vu l'homme et la qualité de l'homme qu'elle a rejoint pour l'épouser, elle a vu une solution immédiate à son problème urgent qui était qu'elle souffrait dans sa famille actuelle. D'autres vont chercher les papiers parce que j'ai pas de papiers, il me faut les papiers français, et je vais chercher un passeport à travers les yeux bleus d'une femme qui est là que pour me servir de passeport, qui va me permettre de voyager et de m'installer dans le pays. On a plein de façons comme ça, et l'homme est très créatif, et la femme également, de se servir de l'autre comme d'un instrument pour son épanouissement personnel, pour ses intérêts personnels, pour ses peurs ou pour ses blessures personnelles aussi. Parfois, on prend quelqu'un parce qu'on a besoin d'un psy. Donc on peut trouver une femme qui prend un homme qui va lui donner pour fonction d'être son psy. Ou l'inverse, un homme peut chercher à travers une femme son psy ou sa mère. D'ailleurs, certaines femmes reprochent aux hommes de les prendre pour leur mère. Donc c'est une autre façon d'être un instrument. À chaque fois qu'on est dans cette première marche de l'amour où j'aime l'autre donc je l'utilise, on est dans une façon d'aimer qui abîme, qui fait perdre le sens des priorités, qui fait perdre même le bon sens, parce qu'on perd le sens du discernement, chaque chose n'est plus à sa place et les priorités ne sont pas bien comprises. J'aimerais citer ici le cas d'un étudiant qui partage son expérience, qui est la suivante. « Je suis étudiant en histoire. Jusque-là, j'étais passionné par mes études
Et puis je suis tombé amoureux d'une fille. Je me sentais tellement seul. Donc là, il a cherché une fille. Pourquoi? Pour sortir de la solitude. Qui peut être une motivation partagée par beaucoup de jeunes. Mais lorsqu'elle est centrale, lorsqu'elle devient la grille à travers laquelle on va sélectionner ou non, et ce qui va obliger, enfin, le critère de décision à partir duquel on va décider de s'engager ou pas dans un mariage, c'est là où c'est problématique. Elle me comblait tellement. Et là, j'ai commencé à me lâcher. Donc là, on est en dehors du cadre du mariage, vous l'aviez bien compris. Je ne lisais plus, je ne révisais plus mes examens, car je passais beaucoup de temps avec elle. Si on n'était pas ensemble physiquement, on échangeait par texto, sur le chat, etc. C'est ainsi que passaient mes journées, mes mois et mes années d'étudiant. Et c'est ainsi aussi que j'ai chuté dans mon niveau d'implication dans mes études. On voit là que la contrefaçon de l'amour, cette première marche de l'amour qui est l'instrumentalisation de l'amour, qui est une fausse façon d'aimer, qui est une contrefaçon de l'amour, entraîne de véritables blessures, entraîne de véritables échecs, de véritables ratés. Une sagesse chinoise dit ceci: chaque siècle le répète à l'autre. Tous les faux biens produisent de vrais maux, de vrais problèmes. Et en l'occurrence, le faux amour ou les idoles ou les contrefaçons de l'amour produisent de vrais problèmes de société, de vrais problèmes psychologiques, de vrais problèmes de couple. Alors comment se rendre compte qu'on est dans cette étape-là? Je t'invite à poser une série de questions que tu dois enrichir, mais ces questions-ci peuvent être utiles. Est-ce que je suis attiré, touché par lui ou par elle, uniquement à partir de mon corps, mais aussi à partir de mon cœur et de mon intelligence? Est-ce que intellectuellement, est-ce que moralement, je suis convaincu par cette fille? Ou est-ce que c'est seulement mon corps qui parle et qui prend le monopole de la décision? Au-delà de l'attirance physique, est-ce que je me vois vivre avec elle tous les jours, la même? Est-ce que je me vois vivre avec elle, avec ma famille, avec mes amis? Est-ce que je me vois avec elle l'emmener dans mon entourage et l'impliquer dans ma vie de famille et ma vie en société? Ou alors, est-ce que c'est une fille que je veux absolument garder cachée parce que c'est incompatible avec ma vie en famille, avec mes amis, avec ma société et avec ma vie réelle en réalité? Pourquoi est-ce que je veux me marier? Est-ce que c'est pour montrer quelque chose à quelqu'un? Montrer que j'ai une Rolex, montrer que moi aussi j'ai une poupée, montrer que... Voilà, il y a plein de choses qu'on pourrait tenter de démontrer. Et cette question-là permet de révéler à soi-même ce qu'on cherche à montrer aux autres. Ce qui me fait arriver à la deuxième marche de l'amour qui permet de s'assurer qu'on aime vraiment l'autre ou qu'on est vraiment aimé par l'autre. La deuxième marche est « je t'aime donc je t'idéalise ». Cette marche-là est facile à comprendre. À partir du moment où on se met à aimer une femme, on commence à lui prêter, à remplacer sa réalité par une image. On lui prête des qualités qu'elle n'a pas, on remplace les défauts qu'elle a par des qualités qu'elle n'a pas, on voit dans ses défauts des choses mignonnes, des choses appréciables, des choses gentilles, des choses qu'on finit même par apprécier. Et là, on est dans un processus d'idéalisation de l'autre qui va finir par l'inverse. Une fois que la bulle aura éclaté, l'inverse, c'est un processus de désillusion, de désidéalisation. On va finir par voir l'autre comme étant moche, pas bien, nul, avec plein de défauts, etc. Plus on idéalise, plus on désidéalise ensuite. L'idéalisation est un blocage dans mon effort de connaissance de l'autre. En idéalisant l'autre, ça m'empêche de bien le connaître. Qu'est-ce qui, à force d'idéaliser et de tomber dans l'illusion de l'autre et de multiplier ce processus-là avec une fille, puis une autre, puis une autre, puis une autre, qu'est-ce qui se passe en fait? Et c'est ça, quand tu me disais, est-ce que le mariage est adapté? Le couple jetable, comment est-ce qu'il fonctionne? C'est comme dans un match de foot, on joue les prolongations. À partir du moment où j'ai idéalisé une femme, je lui ai prêté plein de qualités qu'elle n'avait pas. Ensuite, à partir du moment où j'attendais d'elle un épanouissement total et une performance émotionnelle, sexuelle, etc. totale, et qu'elle ne répond plus à mon désir d'indépendance et d'épanouissement personnel, là c'est la frustration, là c'est la déception et là c'est la désillusion. À force de le faire avec une femme, deux femmes, trois femmes, 15 femmes, qu'est-ce qui se passe?
l'homme et la femme moderne vont jouer les prolongations, c'est-à-dire on sait très bien qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre, on sait très bien que c'est pas la bonne personne, on sait très bien que c'est nul, que c'est pas bien, etc. On le sait, c'est pas quelque chose qu'on a besoin de connaître. En revanche, on fait comme si c'était elle, comme si c'était normal et comme si on allait vivre toute sa vie ensemble, comme si on allait se marier finalement. En réalité, on joue les prolongations, c'est-à-dire comment? En évitant de se poser la vraie question qui fâche, c'est-à-dire est-ce que tu t'engages avec moi? Est-ce que tu es prêt à vivre avec moi? Est-ce que tu es prêt à vivre avec moi, non pas seulement dans mes qualités, mais aussi dans mes limites, non pas dans ma richesse, mais aussi dans ma pauvreté morale, humaine, sociale, etc. Est-ce que tu es prêt à supporter la réalité d'une vie à deux au quotidien? Voilà. Tant qu'on reporte cette question-là et qu'on joue les prolongations, eh ben, ça donne des couples qui se font, se défont, se refont, se redéfont à l'infini. D'ailleurs, on peut trouver dans tout le cinéma des exemples, et c'est toutes les histoires d'amour dans le cinéma, ce sont des amours qui se font, se défont, se refont, et qui suivent le caprice des émotions personnelles, individuelles de la femme ou de l'homme ou des deux en permanence. Et là, je vais arrêter sur ce point et revenir à vous par la suite à l'occasion d'une prochaine session. Merci à vous.